le village de Zuwana vibrait de joie et de célébration, car le mariage de Naïma et Jabari avait lieu. L'air était empli du son des tambours, des rires et de l'arôme sucré de mets délicieux. Naïma, une femme douce et travailleuse, était folle de joie d'épouser Jabari, un chasseur très respecté, connu pour sa bravoure. Elle aspirait à construire un foyer heureux, rempli d'amour et de rire. Cependant, dès le premier jour, alors que les autres la comblaient de vœux chaleureux, Naïma remarqua que sa belle-mère, Mama Zalika, n'était pas satisfaite. Mama Zalika lui souriait à peine. Elle observait Naïma d'un regard froid et calculateur, comme si elle cherchait déjà ses défauts. Dans le village de Zuwana, la valeur d'une femme se mesurait à sa capacité à porter des enfants, surtout des fils. Mama Zalika rêvait depuis longtemps de tenir un petit-fils dans ses bras, et maintenant que son fils était marié, elle en attendait un bientôt. Au fil des mois, Naïma garda l'espoir de concevoir rapidement. Chaque matin, elle priait pour avoir un enfant, croyant qu'avec le temps, les dieux béniraient son ventre. Mais tandis que chaque cycle lunaire passait sans aucun signe de grossesse, les murmures commencèrent dans le village. Les femmes qui l'accueillaient autrefois avec chaleur échangeaient désormais des regards entendus, et les chuchotements dans son dos se firent plus forts. Mama Zalika était la plus impatiente de tous. Au début, elle se contentait de petites remarques, soupirant bruyamment chaque fois qu'elle croisait Naïma ou secouant la tête avec déception. Mais bientôt, ses paroles devinrent tranchantes comme une lame. Une femme qui ne peut pas enfanter est comme un arbre qui ne porte aucun fruit, marmonnata-t-elle un soir alors que Naïma servait le dîner. À quoi sert-elle dans la maison d'un homme? Naïma tenta d'ignorer les insultes, mais Mama Zalika ne s'arrêta pas. Elle commença à l'appeler une malédiction, disant que les ancêtres devaient punir leur famille à cause d'elle. Les villageois, déjà imprégnés de tradition, commencèrent à le croire aussi. Certains avertirent même Jabari que s'il n'agissait pas bientôt, sa lignée s'éteindrait. Au début, Jabari défendit sa femme, disant à sa mère d'être patiente. Il aimait Naïma et croyait que les enfants viendraient avec le temps. Mais à mesure que les jours se transformaient en mois, les paroles de Mama Zalika devinrent comme un poison, s'insinuant dans son esprit. Il commença à regarder Naïma différemment. Ses yeux, autrefois pleins d'amour, se remplirent de doutes. La chaleur entre eux commença à s'estomper, et Naïma sentit la distance grandir. La vie de Naïma se transforma lentement en cauchemar. Mama Zalika, qui n'avait jusque-là utilisé que des mots cruels, se mit à la traiter comme une servante. Chaque matin, avant le lever du soleil, on ordonnait à Naïma d'aller chercher de l'eau à la rivière, de balayer la concession et de préparer le petit déjeuner pour toute la maisonnée. Tandis que les autres femmes de la famille se reposaient ou bavardaient, Naïma travaillait sans relâche, frottant les sols, lavant le linge et cuisinant les repas. Si jamais elle s'arrêtait pour reprendre son souffle, Mama Zalika lui lançait « Tu n'as pas d'enfant à charge, alors sois au moins utile dans cette maison. » Aux heures des repas, l'humiliation ne faisait qu'empirer. Naïma n'eut plus le droit de s'asseoir à la table familiale. À la place, on lui donnait un petit bol de nourriture et on lui disait de manger dehors, comme une étrangère mendiant des restes. Elle ravalait sa douleur avec sa nourriture, refusant de laisser couler ses larmes. Comme si cela ne suffisait pas, Mama Zalika décida que Naïma ne méritait pas de dormir sous le même toit que son fils. Une nuit, sans préavis, elle traîna la literie de Naïma dehors et désigna la petite hutte au bord de la concession, habituellement utilisée pour stocker le bois de chauffage. « À partir de maintenant, c'est ici que tu dormiras, déclara-t-elle. Naïma la regarda, choquée, mais ne dit rien. Elle avait toujours cru que la patience et la bonté changeraient les choses, alors elle obéit, emportant sa natte dans la minuscule hutte, se blottissant sur le sol froid et murmurant une prière silencieuse pour qu'un jour, sa souffrance prenne fin. Les murmures dans le village s'intensifièrent de jour en jour. Chaque fois que Naïma traversait le marché ou allait chercher de l'eau à la rivière, elle sentait les yeux des autres femmes la suivre. Elle ne la saluait plus avec des sourires, mais échangeait plutôt des regards apitoyés et secouait la tête. Certaines chuchotaient derrière leurs mains, tandis que d'autres ne prenaient même pas la peine de baisser la voix. Une femme sans enfant est comme une marmite sans eau, inutile, marmonna une femme au passage de Naïma. Les ancêtres ont dû la maudire, dit une autre. Mama Zalika ne fit rien pour arrêter les commérages. En fait, elle les alimenta. Elle allait de maison en maison, parlant à voix basse mais délibérée, racontant à qui voulait l'entendre que Naïma avait failli à son fils. La lignée d'un homme doit continuer, disait-elle. Jabari a besoin d'une vraie femme, une qui puisse lui donner un enfant. Au début, Jabari ignora les paroles de sa mère, mais bientôt,
la pression devint trop forte. Des hommes du village le prirent à part et lui conseillèrent de prendre une autre épouse. « Tu es encore jeune, lui dirent-ils. Pourquoi gâcher ta vie avec une femme stérile ?» Mama Zalika l'encouragea également, lui rappelant chaque jour qu'il était de son devoir de mettre au monde des fils. Lentement, le doute dans son cœur grandit. Le coup de grâce vint lors d'un rassemblement du village. C'était une célébration pour une nouvelle récolte, et toute la communauté s'était réunie pour festoyer et danser. Alors que la soirée avançait, Mama Zalika se leva soudainement et demanda le silence, d'une voix remplie de colère. Elle pointa Naïma du doigt. « Cette femme a failli à mon fils. » déclara-t-elle. « Elle a jeté la honte sur notre famille. Comment une maison peut-elle être forte sans enfants pour la remplir ?» Des halètements parcoururent l'assemblée. Naïma sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Son visage brûlait de honte. Alors que tous les yeux se tournaient vers elle, l'humiliation était insupportable. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler devant tout le monde. Elle se tourna vers Jabari, espérant son soutien, mais il resta silencieux, le regard fixé au sol. Cette nuit-là, Naïma pleura seule dans sa petite hutte. La douleur du silence de son mari et de la cruauté de sa belle-mère était trop lourde à porter. Elle savait qu'elle pouvait partir, fuir cette souffrance, mais quelque chose au fond d'elle lui disait de rester. Elle croyait encore au destin, à l'amour et à l'espoir qu'un jour, les choses changeraient. Alors, malgré son cœur brisé, elle resta. La pression sur Jabari devint insupportable. Chaque jour, sa mère lui rappelait qu'un homme sans enfant était comme un arbre sans racines. Les villageois chuchotaient qu'il était insensé de rester avec une femme stérile. Même ses amis les plus proches le pressaient de prendre une autre femme. Finalement, il céda. Un soir, il rentra à la maison avec une nouvelle qui brisa le cœur de Naïma. Il avait choisi une seconde épouse. Elle s'appelait Sefu, une jeune femme vive d'un village voisin. Mama Zalika ne perdit pas de temps à l'accueillir, la comblant d'amour et d'attention, comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Contrairement à Naïma, Sefu fut traitée comme une reine. On lui donna les plus beaux vêtements, la meilleure nourriture et une place dans la maison principale. Naïma se sentit invisible. Le peu de respect qui lui restait dans la maisonnée disparut du jour au lendemain. On ne l'appelait plus l'épouse de Jabari. Elle était juste, la femme stérile. Mama Zalika saisissait chaque occasion pour le lui rappeler. « Tu vois, Sefu est une vraie femme, » dit-elle un matin, en regardant Naïma laver le linge. « Il ne lui a pas fallu longtemps pour porter l'enfant de mon fils. C'est ce qu'une épouse doit faire. » Naïma serra la mâchoire, retenant ses larmes. Elle avait déjà tant enduré, mais cette douleur était plus profonde que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Lorsque Sefu annonça sa grossesse, tout le village se réjouit. Des femmes vinrent à la maison, chantant et apportant des cadeaux. Mama Zalika rayonnait de fierté, appelant Sefu la véritable épouse et la traitant comme un joyau précieux. Jabari, autrefois le mari aimant de Naïma, était maintenant toujours aux côtés de Sefu, veillant à tous ses besoins. S'il adressait la parole à Naïma, ce n'était qu'avec froideur ou indifférence. Les jours se transformèrent en semaines, et Naïma se retrouva complètement seule. Elle cuisinait, nettoyait et travaillait toujours plus dur que jamais, mais désormais, elle n'était plus qu'une ombre dans sa propre maison. Des mois passèrent, et le jour tant attendu arriva enfin. Sefu entra en travail, et toute la maisonnée bourdonna d'excitation. Mama Zalika pouvait à peine contenir sa joie. Elle avait déjà prévu une grande célébration, certaine qu'un petit-fils fort naîtrait pour perpétuer le nom de la famille. Les femmes du village se rassemblèrent dehors, chantant des chants de bénédiction, tandis que les sages-femmes travaillaient à l'intérieur. Mais soudain, quelque chose tourna mal. Les chants de joie s'éteignirent dans le silence. La porte s'ouvrit, et la sage-femme sortit, le visage accablé de chagrin. Le bébé, hésita-t-elle en regardant Jabari et Mama Zalika. Le bébé n'a pas survécu. Un cri d'angoisse s'échappa de la gorge de Sefu, remplissant l'air de deuil. La célébration prévue se transforma en veillée funèbre. Mama Zalika était anéantie, mais refusa d'accepter la défaite. Ce n'est que de la malchance, insista T.L. Sefu est jeune et forte. Elle concevra à nouveau. Et ce fut le cas. Quelques mois plus tard, elle était de nouveau enceinte. Cette fois, Mama Zalika pria plus ardemment, offrant des sacrifices aux ancêtres. Mais une fois de plus,
la grossesse se solda par un chagrin d'amour. Séfu perdit l'enfant avant même qu'il ne puisse naître. D'autres grossesses suivirent, mais aucune n'apporta le fils que Mama Zalika avait si désespérément espéré. Chaque fois, la douleur s'intensifiait. Séfu, autrefois joyeuse, devint renfermée et craintive, redoutant le moment où elle devrait encore mettre au monde un enfant sans vie. Un soir, alors que la famille était assise en silence, l'ancien Bakari, le guérisseur respecté du village, arriva à leur porte. Il avait observé la situation de loin, et maintenant, il ne pouvait plus rester silencieux. Pendant des années, vous avez blâmé Naïma pour votre malheur, dit-il, sa voix calme mais ferme. Mais quelqu'un a-t-il jamais pensé que peut-être, Jabari devrait être examiné? Ces paroles provoquèrent une onde de choc dans la pièce. Mama Zalika se raidit. Que dis-tu là? Demanda-t-elle, la voix tremblante. L'ancien Bakari regarda Jabari. Parfois, la faute ne se trouve pas là où nous le pensons, dit-il. Il est temps de chercher la vérité. L'air dans la pièce s'alourdit après les paroles de l'ancien Bakari. Jabari bougea, mal à l'aise, tandis que le visage de Mama Zalika se tordait d'incrédulité. C'est impossible, lança-t-elle. Mon fils est un homme fort, un grand chasseur. Le problème n'a jamais été lui. Mais l'ancien Bakari resta calme. Les ancêtres ne mentent pas, dit-il. Si vous cherchez vraiment la vérité, accomplissons les rituels. Le lendemain, les anciens du village se réunirent dans la hutte de l'ancien Bakari. Jabari s'assit nerveusement pendant que le guérisseur préparait des herbes sacrées et dessinait des symboles dans le sable. Le rituel était ancien, transmis de génération en génération, pour déterminer la capacité d'un homme à engendrer. Les anciens observèrent en silence tandis que l'ancien Bakari psalmodiait, invoquant les esprits pour obtenir des conseils. Après un long moment, il ouvrit les yeux et regarda Jabari. Son expression était grave. La vérité a été révélée, dit-il. Jabari, tu es stérile. Un silence stupéfait emplit la hutte. La bouche de Jabari s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Mama Zalika secoua la tête violemment. Non, ce n'est pas possible, s'écria-t-elle. C'est un mensonge. Ce doit être une supercherie. Mais les anciens du village s'avancèrent, leur voix ferme. Nous avons vu les signes, dit l'un d'eux. Les esprits ont parlé. Naïma n'a jamais été le problème. La vérité éclata comme un orage. Pendant des années, Naïma avait souffert, blâmée pour quelque chose qui n'avait jamais été de sa faute. Elle avait été humiliée, couverte de honte et mise à l'écart. Et pendant tout ce temps, le vrai problème venait de l'homme même qui lui avait tourné le dos. Les jambes de Mama Zalika cédèrent, et elle s'effondra sur le sol, le corps tremblant. Elle avait passé des années à tourmenter Naïma, la traitant de stérile, la considérant comme sans valeur. Et maintenant, la vérité s'abattait sur elle. La vérité se répandit rapidement à travers le village de Zuana, plus vite que le vent. Les gens qui avaient autrefois chuchoté sur la prétendue stérilité de Naïma la voyaient maintenant sous un nouveau jour. Ils avaient été témoins de la cruauté de Mama Zalika et avaient toujours cru ses paroles dures. Mais maintenant, ils voyaient que la femme blâmée pour tout n'était pas en faute. C'était Jabari, le propre fils de Mama Zalika, qui ne pouvait pas avoir d'enfant. À mesure que la nouvelle se propageait, les chuchotements se transformèrent en conversations ouvertes. Les villageois qui avaient autrefois pris le parti de Mama Zalika secouaient maintenant la tête avec incrédulité. Ils ne pouvaient plus la soutenir. Certains se moquèrent même d'elle pour ses années de cruauté, dénonçant la façon dont elle avait traité Naïma et tenté de la détruire. Mama Zalika, autrefois si fière, qui avait régné sur sa maisonnée d'une main de fer, devint l'objet de ridicule et de mépris. Jabari commença aussi à réaliser à quel point il avait maltraité Naïma. Le poids de ses erreurs l'écrasa. Il était resté sans rien dire pendant que sa mère tourmentait sa femme, la blâmant pour quelque chose sur lequel elle n'avait aucun contrôle. Il avait laissé Naïma souffrir, tout ça parce qu'il avait été trop faible pour tenir tête à sa mère. Rempli de regrets, Jabari alla trouver Naïma et tomba à genoux. Sa voix se brisa de culpabilité. « Naïma, je suis tellement désolé, dit-il, les yeux pleins de larmes. J'aurais dû croire en toi. J'aurais dû être à tes côtés. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai eu tort. » Naïma, debout, grande et fière malgré la douleur qu'elle avait endurée, le regarda froidement. « Tu n'as jamais été le problème, Jabari, dit-elle doucement. Mais il est trop tard maintenant.
Je ne peux pas te pardonner ce que tu m'as fait. Pendant ce temps, Mama Zalika, qui avait passé sa vie à blâmer les autres et à essayer de tout contrôler autour d'elle, sentit tout le poids de ses actes. Elle avait privé Naïma de sa dignité, de son estime de soi et de son bonheur, tout cela au nom de ses propres désirs égoïstes. Alors que les villageois continuaient de lui tourner le dos, Mama Zalika sentit sa force s'évanouir, submergée par la honte. Elle s'effondra sur le sol, le corps tremblant. Tous les souvenirs des choses cruelles qu'elle avait faites à Naïma, la faire dormir dehors, se moquer d'elle, la forcer à souffrir lui revinrent en mémoire. Elle ne pouvait plus fuir ses actions. La réalité de son comportement la frappa durement, et elle sut qu'elle avait tout perdu. La main du karma fut prompte et implacable. Séfu, la seconde épouse de Jabari, était anéantie par la mort de leur enfant à la naissance et les fausses couches répétées qui suivirent. Après toute la pression de Mama Zalika pour donner un fils à Jabari, Séfu ne pouvait plus ignorer la vérité. Elle était piégée dans un mariage sans avenir. Il n'y avait aucun espoir d'avoir les enfants dont elle avait rêvé, et elle ne pouvait pas rester avec un homme qui était la cause de son chagrin. Séfu fit ses bagages et quitta Jabari, le cœur lourd de tristesse, mais déterminée à chercher une vie où elle pourrait trouver le bonheur. Jabari, désormais seul, vit son monde s'écrouler. L'influence de sa mère l'avait conduit à prendre de terribles décisions, et il se retrouvait maintenant avec rien. Le village ne le regardait plus avec respect. Les gens chuchotaient sur son infertilité, sur la façon dont il avait blâmé Naïma pour quelque chose qui n'était pas de sa faute, et comment son orgueil et sa faiblesse avaient détruit son mariage. Quant à Mama Zalika, sa chute fut encore plus écrasante. Les villageois, autrefois loyaux, commencèrent à lui tourner le dos. Ils se souvenaient de la façon dont elle avait traité Naïma, comment elle l'avait raillée, humiliée et avait fait de sa vie un enfer. Ils lui rappelèrent les innombrables fois où elle avait tourmenté Naïma, la traitant de stérile et de sans valeur. Le poids de leurs paroles dures l'écrasa. Elle avait cru pouvoir tout contrôler, mais elle avait maintenant perdu le respect et le soutien de tout son entourage. Mama Zalika tomba dans une profonde dépression, incapable d'échapper à la réalité de ce qu'elle avait fait. Son orgueil l'avait conduite à détruire la vie de Naïma, et elle récoltait maintenant les amères conséquences. Elle passait ses journées enfermée dans sa hutte, évitant les regards des villageois et les voix qui lui rappelaient sa cruauté. La honte de ses actes était insupportable, et elle ne pouvait échapper à la culpabilité qui la rongeait. Ce qu'elle avait fait à Naïma ne pourrait jamais être réparé, et le village ne la verrait plus jamais de la même manière. La femme autrefois crainte et respectée n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Une femme brisée par ses propres erreurs. Malgré toute la douleur qu'elle avait endurée, Naïma choisit de s'élever au-dessus de l'amertume. Les années de cruauté, l'humiliation et le traitement injuste auraient pu la briser, mais au contraire, ils ne firent que la rendre plus forte. Lorsque Jabari la supplia de lui pardonner, le cœur de Naïma s'adoucit, mais elle savait au fond d'elle-même que le pardon ne signifiait pas qu'elle devait rester dans un endroit qui lui avait causé tant de mal. Elle avait tout donné à ce mariage, mais elle réalisait maintenant qu'elle devait lâcher prise pour sa propre paix et son avenir. Naïma fit ses bagages et quitta le village, déterminée à se construire une nouvelle vie. Elle trouva une petite maison à la périphérie d'un village voisin, où personne ne connaissait son passé. Là, elle trouva une paix qu'elle n'avait jamais connue. Avec le temps, Naïma adopta des enfants qui avaient besoin d'amour et de soins, des enfants aussi perdus qu'elle l'avait été autrefois. Elle mit tout son cœur à les élever, leur enseignant la bonté et la force, et en retour, ils apportèrent de la joie et un but à sa vie. Naïma trouva le bonheur d'une manière inattendue. Ses enfants devinrent son monde, et elle réalisa que la famille n'était pas toujours une question de sang. C'étaient les gens qui vous aimaient et vous soutenaient contre vent et marée. Pendant ce temps, la vie de Mama Zalika n'avait plus rien à voir avec ce qu'elle était. Elle passait ses journées dans l'isolement, abandonnée par le fils qu'elle avait tant essayé de contrôler. Jabari, maintenant plein de regrets, prit ses distances avec elle. Les villageois ne la craignaient ni ne la respectaient plus. Au lieu de cela, ils la plaignaient. La femme qui avait été le centre de l'attention, celle qui commandait le respect, n'était plus qu'une ombre d'elle-même. Chaque jour, elle revivait les erreurs qu'elle avait commises, et la culpabilité pesait lourdement sur son cœur. Elle savait que, peu importe à quel point elle le regrettait, elle ne pourrait jamais réparer le mal qu'elle avait causé. Naïma était allée de l'avant, avait trouvé le bonheur et s'était créé une nouvelle famille. Tandis que Mama Zalika restait seule, ses actions lui ayant coûté tout ce qu'elle avait jamais désiré. L'histoire de Naïma et Mama Zalika nous enseigne une puissante leçon sur les conséquences de la cruauté et des fausses suppositions. La cruauté constante de Mama Zalika envers Naïma,
basée sur la supposition qu'elle était la cause des problèmes de leur famille, l'a conduite sur un chemin de honte et de regret. En traitant Naïma si mal, elle a non seulement détruit ses propres relations, mais a également perdu le respect de tout le village. Ses actions étaient motivées par la croyance que la valeur de Naïma dépendait uniquement de sa capacité à enfanter, et cette mentalité étroite a conduit à sa chute. En revanche, la gentillesse, la patience et la capacité de pardonner de Naïma, malgré le traitement sévère qu'elle a reçu, montrent le pouvoir de rester fidèle à ses valeurs. Au lieu de devenir amère et vengeresse, Naïma a choisi de s'élever au-dessus de la cruauté, de pardonner à ceux qui lui avaient fait du tort et d'avancer dans la vie. En acceptant la vérité et en laissant le passé derrière elle, Naïma a trouvé le bonheur dans un nouveau départ, en construisant une famille aimante et une vie pleine de joie. Cette histoire nous rappelle que les suppositions peuvent être destructrices, et que la vérité finit toujours par éclater. Elle nous enseigne l'importance de la gentillesse, de la patience et de la force de faire ce qui est juste, même lorsque le monde qui nous entoure semble injuste. Finalement, l'histoire montre que l'amour, la compréhension et le pardon ont le pouvoir de guérir et d'apporter des changements positifs, tandis que la cruauté et les fausses suppositions ne mènent qu'au regret.